14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Un divorce, oui, un divorce, c'est toujours un moment délicat, difficile. Et il faut bien reconnaître que dans la majorité des cas, les 2 membres du couple ont tendance à régler une dernière fois leur compte. Pour en parler aujourd'hui, j'ai pour inviter une romancière, Eliette Abécassis, qui nous revient justement avec ce roman qui évoque le divorce. Divorce à la française, c'est aux éditions Grasset. Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il montre à quel point les opinions du mari et de l'épouse peuvent être totalement contradictoires et bien difficile de savoir qui dit la vérité. Et c'est d'ailleurs tout le problème lorsqu'un divorce se passe très mal et qu'il faut faire appel à un juge des affaires familiales. Ensemble, je vous propose qu'on aborde ce sujet délicat. Pourquoi, lorsqu'un divorce se passe mal, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente? On s'est pourtant aimé, et pourquoi ne parvient-on pas à se quitter bons amis? Quelles solutions qu'il faut prendre en compte pour que ça se passe moins mal? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez divorcé, à témoigner. Peut-être que vous pourrez aider ceux qui sont qui sont en instance de divorce. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous pouvez évidemment nous rejoindre au 0826 300 300. Le programme du jour en devise: s'engager par envie ou pour la vie. Ce sera ce que nous verrons tout à l'heure après les infos de 15h. En Love Conseil, comment lutter contre la timidité. En Sexo Conseil, êtes-vous épanoui sexuellement? Et notre débat du jour: le divorce est toujours un échec. Eliette Abécassis, merci. Bonjour d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Votre livre, c'est un roman, hein, c'est aux éditions Grasset, Divorce à la française, et donc vous avez choisi un mode d'écriture assez original, puisque ce sont des témoignages devant le juge des affaires familiales, justement. Alors on commence par le témoignage de monsieur, ensuite de madame, et ensuite il y a énormément de personnes qui vont témoigner, qui sont plus ou moins proches de l'un ou l'autre des conjoints qui divorcent. Et alors, ce qui est assez intéressant et qui donne du suspense justement à ce roman, c'est que les 2 antagonistes, si je puis dire, ont 2 versions totalement différentes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui dit la vérité, et c'est tout l'intérêt justement de ce roman. Et après, quand on a la famille, les collègues, les proches qui témoignent, on n'y comprend absolument plus rien. Alors, à la fin, quand même, vous donnez une petite réponse, mais est-ce que vous avez envie de la donner là? Je ne sais pas. Non, on va pas spoiler la fin, parce que en fait, tout le jeu que j'ai mené avec le lecteur, c'est effectivement de le perdre. Et de le perdre pas complètement, parce que il y a un suspense et que il y a une histoire qui se déroule à travers tous ces points de vue et qui progresse à travers les points de vue, mais qui progresse de façon contradictoire, puisque effectivement on a le point de vue du mari, chacun s'adresse à la juge, et en fait la juge, c'est le lecteur. Et le lecteur est aussi juge, puisque c'est lui qui va être amené, en lisant, véritablement à décider, entre guillemets, qui est coupable et qui ne l'est pas. Et c'est une histoire de garde d'enfants. Donc la femme, Margot, demande la garde de ses enfants puisqu'elle part vivre dans le sud. Mais dans l'histoire de garde, il y a aussi une histoire de violence, puisque chacun accuse l'autre de vouloir le tuer et d'être violent. Et donc on a le point de vue d'abord du mari qui donne sa version de l'histoire, puis celui de la femme qui s'adresse à la juge et qui donne sa version à elle. Et tout est contradictoire, c'est-à-dire pas seulement qui a raison et qui a tort, mais aussi la façon dont ils se sont rencontrés. Ils n'ont pas la même version. Et après, on va avoir une succession effectivement de témoignages, donc des proches, il y a l'expert et même comptable. des amants et maîtresses des deux conjoints. Alors vraiment, on s'y retrouve plus. Hein. Avec un changement d'alliance, puisqu'il y a une maîtresse du mari qui l'a plaqué, donc en fait qui se retrouve à faire un témoignage contre le mari. Mais on ne sait pas si c'est pas parce que justement il l'a plaqué. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est par vengeance? Est-ce qu'elle dit la vérité?
Et on est comme ça, ballotté d'un point de vue à l'autre. Et puis on se dit, ah non, peut-être que c'est le mari qui dit la vérité. Ah ben non, peut-être que c'est la femme. Enfin, et j'ai voulu comme ça construire un jeu. Je me suis amusée en l'écrivant. Et à trouver tous ces personnages, à les inventer. Tous ces personnages qui, au fur et à mesure qu'ils apportent leur version de l'histoire, vont rendre l'histoire encore plus complexe. Même si, évidemment, on la suit, on suit l'histoire, il y a un fil, mais dans ce fil, il y a une vérité qui est vraiment fragmentaire, qui est plurielle, comme toute vérité, parce que la vérité est complexe. Et c'est important de le dire aujourd'hui, je crois, où on a tendance à aller vers un dogmatisme du vrai, et avec les algorithmes, dès qu'on a un point de vue, à être radicalisé dans ce point de vue, sans parler de fanatisme religieux. La vérité est toujours plurielle, elle est toujours complexe, elle est toujours fragmentaire. D'autant plus lorsqu'on est dans des sentiments et des ressentiments, parce que finalement, ce que je trouve intéressant aussi dans ce roman Divorce à la française, qui est aux éditions Grasset, Eliette Abécassis, c'est que on peut s'être aimé et s'être trompé sur la personne qu'on a aimée et découvrir plus tard que c'est quelqu'un finalement qui nous a peut-être pas aimé comme on aurait aimé. Enfin, je veux dire, dans un divorce, forcément, on va avoir une vérité qui va évoluer, qui aura évolué entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on divorce, de toute façon. Oui, et le divorce est un accélérateur et même un révélateur de vérité. Et souvent, les couples sont surpris de la personne qu'ils ont en face d'eux dans le divorce, où ils ont l'impression de découvrir complètement une autre face de la personne avec laquelle ils ont vécu, avec laquelle ils ont eu des enfants. Et c'est vrai qu'il faudrait commencer par divorcer et se marier après, parce que je pense qu'on découvre la face cachée de l'autre. Pas grand monde qui se marierait. Ouais, c'est ça. On a tendance à découvrir vraiment la face cachée de l'autre beaucoup plus dans le divorce que finalement dans le mariage. Je crois que vous avez donc divorcé aussi, oui. Eliette Abécassis. Moi, je reconnais quand même, si je suis honnête, ayant divorcé également il y a 2 ans, je trouve quand même que ce qui s'est passé, finalement, ne m'a pas réellement surprise. J'avais quand même les indices dès le départ, si on est honnête. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je suis absolument d'accord avec ça. Il y a plein d'indices. Et ces indices, un peu comme dans un roman policier, un thriller... Alors, et ils sont là, devant nos yeux, mais on ne veut pas les voir. On se dit, non, mais c'est pas grave. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on quitte une personne pour les raisons pour lesquelles on l'a aimé. C'est-à-dire, on trouve, il est bordélique, mais c'est super charmant. Et puis, finalement, on ne supporte plus ça. J'en peux plus, oui. On n'en peut plus. Au début, c'est vrai que alors ça, c'est très féminin, il faut préciser. Oui, les femmes ont tendance en effet à accepter plein de choses au départ, voilà, parce qu'elles sont amoureuses et c'est à cause de ces choses-là qu'elles vont le quitter plus tard. C'est moins masculin. On change aussi et d'ailleurs, de point de vue. 70% des femmes qui quittent aujourd'hui. Les chiffres sont impeccable. Oui. C'est vrai, c'est les femmes qui quittent. Les hommes... probablement s'accommodent plus, ou alors peut-être qu'ils sont moins sur le front, on va dire, de tout, de la maison, des enfants. Et donc, c'est les femmes qui quittent. Mais c'est vrai que ces indices, on les a devant nous. Et ces indices, j'ai joué aussi ce jeu narratif avec le lecteur de les lui semer, ces indices. Et à la fin, je dirais la fin du livre, quoi, la chute, eh bien, on se souvient de ce qu'on n'a pas voulu voir, un peu comme dans le divorce et dans ces mariages où effectivement on n'a pas voulu voir ce qui était là. Alors un divorce, évidemment, c'est souvent, c'est considéré comme un échec, bien sûr. Et en même temps, je voulais peut-être aussi, dès le début, relativiser un tout petit peu pour tous ceux qui nous écoutent. On sait très bien que l'amour n'est pas quelque chose de définitif. C'est un sentiment, donc forcément fluctuant. Et
parfois c'est mieux de se séparer si en effet les chemins sont devenus très différents, et il ne faut pas forcément considérer toujours le divorce comme un échec, et c'est peut-être, si on arrive à le considérer comme une bonne chose pour l'un et pour l'autre, puisque chacun va retrouver peut-être une autre histoire, ça se passerait peut-être plus souvent bien, non? Oui, absolument. Je pense que c'est vrai que on est peut-être encore un peu prisonnier d'un schéma assez traditionnaliste où on se dit oh là là, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, on voit aussi nos parents. Finalement, on est peut-être la première génération où il y a autant de divorces. Et on voit aussi ces parents qui sont souvent très âgés, qui sont restés ensemble pendant 60 ans. Et on se dit, oh là là, mais pourquoi moi, j'ai pas réussi quelque part? C'est comme si on n'avait pas réussi quelque chose. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être dédramatiser les choses au lieu de les dramatiser. Et là, je dois dire que j'en veux un peu parfois aux procédures, aux avocats, parce que parfois, les choses ne sont pas dramatiques, mais elles sont rendues dramatiques par cette machine judiciaire que l'on met en route avec les avocats, les témoignages. Alors, vous avez les témoignages des uns, des autres. Du coup, vous impliquez la famille. Et les familles deviennent comme des guerriers. Et les enfants deviennent des guerriers puisqu'ils sont eux-mêmes instrumentalisés dans la procédure. Et ce côté procédural du divorce, je crois que c'est là où commence le drame, qui parfois n'aurait pas lieu, en fait. C'est-à-dire, bon, ben voilà, on n'a pas réussi, on se sépare. Peut-être qu'on pourrait se séparer en s'entendant. Mais le fait de commencer une procédure va faire qu'on va mettre un doigt dans un engrenage infernal. Surtout quand il y a évidemment la garde des enfants. Oui. C'est vrai que c'est un des éléments qui provoque souvent des divorces compliqués. En tout cas, on va en parler pendant ces 2 heures. Vous avez envie de témoigner, d'apporter votre petite contribution à ce sujet forcément terriblement difficile et douloureux. On en parle avec Eliette Abécassis qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eliette Abécassis est avec nous, écrivaine, et vous êtes évidemment autrice de nombreux ouvrages. Le dernier, Divorce à la française, aux éditions Grasset, un suspense insupportable de ce couple qui n'a pas du tout la même version de son histoire d'amour et des raisons qui font qu'ils sont en train de divorcer. Carole est avec nous. Bonjour Carole, merci de réagir. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Alors moi j'en suis à mon 2e divorce. Écoutez, c'est pas grave, peut-être qu'il se passe mieux que le premier. Non. je crois que je ne suis pas faite pour ça, c'est tout. Enfin, le premier a été plutôt violent puisque je subissais des violences conjugales, donc c'est vrai que le divorce a été très très compliqué. J'avais 2 jeunes enfants. Donc vous aviez c'était il y a combien de temps ce divorce? Il y a 20 ans. Oui, donc on n'était pas encore aussi en train de prendre en considération les violences conjugales qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être plus facile. Tout à fait. C'était très très compliqué. Vous n'aviez pas de preuves suffisantes non plus, peut-être, parce que c'est toujours la même chose. Disons que si, mais je trouve qu'à cette époque-là, on classait beaucoup les affaires sans suite. Oui, ça a beaucoup bougé. Oui. Parce que moi, j'ai porté plainte plusieurs fois avec des certificats médicaux et ça n'a jamais abouti. Donc, oui. Voilà. Bon, j'ai réussi à m'en sortir par beaucoup de volonté et je me suis accrochée à mes enfants. Donc, et vous avez réussi à avoir la garde de vos enfants en finale? Oui. Donc vous avez quand même gagné la partie, si je puis dire, même si ça a été. J'entends forcément. Vous étiez resté combien de temps mariés? 9 ans. D'accord. Oui. J'ai subi des violences conjugales pendant 4 ans. De violences physiques, hein? Ouais. Physique et verbale, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, bien sûr, mais c'est rare qu'il n'y ait que des violences physiques. Mais enfin, quand il y a des violences physiques, c'est quand même, pendant 4 ans, c'est pas rien. Exactement. Bon, donc vous en êtes sorti et vous vous remariez Non, je plaisante. Oui, tout à fait.
Donc là, on est resté quelques années comme ça parce que je ne me voyais pas du tout me remarier par un coup de tête, aussi bien l'un comme l'autre. On a eu une fille ensemble et par un coup de tête, on s'est dit allez hop, on passe le cap, on se marie. Bon. Et on a été mariés, on s'est mariés en 2010. On l'est encore puisqu'on est séparés depuis plus d'1 an, mais on n'a pas encore passé le cap de l'avocat, mais ça ne serait que tardé. Mais là, c'est complètement différent. C'est vraiment, je sais pas. On sent qu'on a pris une vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux d'accord pour divorcer, peut-être? Alors, moi, ça vient de moi, c'est sûr. Monsieur, lui, il serait bien resté comme ça, voilà, ça lui convenait très bien. Mais, je sais pas, moi, je me suis sentie évoluer et avoir envie d'autre chose. Et lui, il est resté à stagner et puis à ne pas évoluer. Donc, du coup, il y avait un déséquilibre. Oui, il y a mais si j'ai bien entendu, vous êtes mariés en 2010, hein, c'est bien ça? Vous vous êtes donc mariés en 2010, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, donc ça fait quand même presque 15 ans. En 15 ans, c'est vrai qu'une relation, ça évolue. Hein, donc c'est pas. Oui, tout à fait. Je crois que la moyenne actuelle d'une relation qui va bien, c'est 15 ans. Hein, donc vous avez fait votre part, Carole. Exactement. Et aujourd'hui, alors on est séparés depuis pratiquement 2 ans. Alors j'ai envie de dire que ça se passe bien parce que je mets beaucoup d'eau dans mon vin en ne cherchant pas la petite bête, parce que c'est quand même assez paradoxal en fait, parce que ça vient de moi, mais en même temps j'en veux beaucoup au fait qu'on se sépare. Je sais pas si vous arrivez à comprendre le sens de mon raisonnement. J'ai l'impression que vous ne le comprenez pas déjà. Alors comment on pourrait le comprendre si vous ne le comprenez pas? Si, mais moi je peux le comprendre en fait. Il me semble que si cela vient de vous, c'est que vous avez dû accumuler des rancœurs, des choses que vous ne supportiez plus et c'est pour ça que finalement vous avez décidé de vous séparer, parce qu'il y avait quelque chose qui devait vous sembler insupportable à vivre, non? Ah oui, tout à fait. Oui, en fait, c'était je sais pas, c'était comme vous disiez tout à l'heure. En fait, tout ce qui me plaisait chez lui m'agaçait au plus haut point. Oui, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi comprendre et qui se passe beaucoup dans une relation au long cours. On a la nostalgie des débuts où tout ça se passait bien, et puis on a quand même toujours l'espoir que ces moments qui se passaient bien puissent encore exister. Et quitter, c'est faire vraiment le deuil de ces moments qui se passaient bien. Et je crois que ça, c'est vraiment un des éléments qui font qu'on va rester plus longtemps qu'on ne devrait dans une relation qui, de toute façon, est devenue bancale. Ah oui, parce que je suis restée 5 ans à vraiment passer le cap. Je sais bien. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, peut-être plus difficile pour les femmes, parce que nous, on attache plus d'importance quand même à ce qui est de l'ordre du sentimental. Hein. Les hommes vont plus, quand ça va moins bien, peut-être se consacrer plus au sport ou à leur métier. On voit des hommes qui tout d'un coup se mettent à travailler plus, à rentrer plus tard le soir. C'est souvent des indices que quelque part le couple fonctionne moins bien. Et nous, on va rester avec cette sorte de nostalgie des bons moments, en se disant c'était bien, donc il n'y a pas de raison. Et c'est souvent un élément qui va être un petit peu plus fort, qui va nous faire prendre la décision de partir. Ah oui, c'est ça. Ça a été quoi chez vous, Carole? Alors moi, ça a été la phrase de trop, en fait. C'est ça. La phrase de trop, monsieur m'a dit. Et ça a été le non-retour. Hein. Le non-retour, voilà, ça a été
une petite phrase qui m'a paru très violente et je me suis dit non, c'est impossible, je peux plus. Ça vous ennuie de nous dire ce que c'était cette phrase? Alors en fait, je lui ai demandé s'il avait encore des sentiments pour moi et j'étais face à lui et il s'est retourné, je sais pas, c'est soit il osait pas me le dire et j'ai trouvé ça très violent et il m'a dit j'attends que ça revienne. J'ai pris ça, mais en pleine face. Bien et sûr. en plus, il s'est retourné, donc il m'a dit ça de dos. Et pour moi, ça a été... je pouvais plus. C'était... Oui. Et de là, je lui dis, écoute, je crois que c'est terminé, je peux plus. Et pourtant, j'avais encaissé énormément de choses. Et comme vous disiez tout à l'heure, nous, les femmes, on est prêtes à encaisser énormément de choses, parfois qui sont violentes, mais on reste quand même. Oui, et puis là, tout d'un coup, il vous ouvre les yeux par cette phrase que, au fond, vous aviez remarquée, je suppose. Bien sûr. Mais Oui, ça, bien sûr. là, vous pouvez plus vous raconter d'histoire, en fait. Et quelque part, c'est le déclic. Et dans ces cas-là, il vaut mieux mettre fin à la relation. Ouais. Oui, je pense que c'est souvent comme ça. C'est les femmes qui mettent fin à la relation, mais dans votre histoire, comme souvent, il y a ce sentiment que l'autre n'est plus amoureux, qu'il n'est plus là, ou alors pire, qu'un regard amoureux se transforme en un regard qui juge ou alors qui déconsidère, avec des petits mots qui nous font nous sentir très mal. Et de fil en aiguille, on se dit mais non, je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui ne m'aime plus. Et c'est ça qui fait que la femme s'en va. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas dans votre cas, on dirait que c'est cette histoire-là. Mais et là où vous avez raison, la manière dont il vous dit ça, c'est très violent parce qu'il aurait pu vous regarder, vous prendre dans ses bras et dire écoute, j'ai toujours beaucoup d'estime et d'affection pour toi, mais en effet, peut-être que les sentiments sont moins là. Enfin, il y avait une manière de vous dire les choses. Et c'est vrai que la manière dont il vous balance ça, mais tant mieux, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, votre histoire avait pris fin quelque part bien avant. Alors après, parce que quand il dit j'attends que ça revienne, il y a quand même une petite note d'espoir, c'est pas complètement négatif. Et je pense qu'il faut se raccrocher à cette petite branche pour essayer de ne pas se séparer dans la haine, dans la guerre et dans l'horreur. Et ça, c'est important, je crois, de se raccrocher au positif. Et pas parce que c'est déjà difficile de se séparer, c'est déjà très dur. Mais alors de se séparer dans la guerre, là c'est extrêmement, c'est destructeur. Donc je pense qu'on peut quand même se raccrocher à ça pour dire il a laissé une petite porte ouverte, il a laissé quelque chose. En tout cas, vous avez raison, Eliette Abécassis. Quand il vous dit ça, ça veut dire j'aimerais t'aimer encore. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes certainement apte à vous séparer dans de bonnes conditions. C'est ça qu'il faut privilégier. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci en tout cas, Carole, de ce témoignage. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Love Conseil. Comment lutter contre la timidité. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Eliette Abécassis, comment lutter contre la timidité ? D'abord, la timidité, c'est pas un défaut, c'est un trait de personnalité qui souvent fait surtout souffrir la personne elle-même. C'est assez douloureux d'être timide. Donc, dans un premier temps, il faut assumer sa personnalité, qui d'ailleurs a du charme. Les gens timides sont souvent des gens plutôt à l'écoute, moins extravertis et qui peuvent être de très bons amis. Donc, ne cherchez pas à lutter absolument contre votre timidité, ça ne marche pas. Acceptez et osez plutôt reconnaître que vous êtes timide et voire même le dire quand vous rencontrez quelqu'un. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est qu'on le repère très très facilement parce que le corps trahit votre timidité. C'est souvent des gens qui vont rougir assez facilement, qui ont
une façon de se tenir qui est très particulièrement remarquable. Et puis après, on peut s'améliorer, c'est ça qui est intéressant. Et par exemple, vous pourriez lire des textes à haute voix, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, en tout cas exprimer de manière plus excessive, parce que c'est ça qui va vous permettre de sortir un peu de votre timidité. On sait par exemple que prendre des cours de théâtre, même si on n'a pas envie d'être comédien, ça aide à sortir de sa timidité. Et puis, quand vous marchez, eh bien, il faut apprendre à regarder loin et non pas regarder par terre. Voilà. Et puis, il faut oser aussi de temps en temps, notamment quand vous allez, par exemple, chercher du pain, oser poser une question, sourire aux gens que vous croisez. Et puis, vis-à-vis de vous-même, vous féliciter chaque fois que vous aurez osé faire un petit quelque chose. Voilà. Et puis, pratiquer des choses en groupe, ça permet aussi de sortir un petit peu plus de sa bulle. On peut aller faire des randonnées. Enfin, il y a aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de moyens de faire des choses en groupe. Et donc, ça va vous permettre de peut-être sortir de votre timidité. Et puis, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît, et apprendre à exprimer ce qui vous plaît. Parce que quand on exprime ce qu'on aime et ce qui nous plaît, on oublie un petit peu sa timidité. On continue avec Pierre qui est avec nous, Eliette Abécassis. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Eliette. Bonjour. Vous êtes en plein divorce difficile, c'est ça ? Oui, un divorce difficile, oui. Après plus de 20 ans de vie commune, là je suis séparé depuis 1 mois et demi. Enfin, ma femme est partie depuis 1 mois et demi. Je ne sais pas où elle est. Elle est partie. Elle m'a laissé donc les charges de la maison. Elle s'est retirée du compte bancaire, du coup je supporte toutes les charges du logement. J'ai appris par le biais de mon avocat qu'elle demandait une grosse prestation compensatoire ainsi qu'une grosse somme d'argent sur la maison dont on est propriétaire. À part égale Alors on l'avait acheté à part égale, mais précédemment elle avait dans la première maison qu'on avait, elle avait injecté de l'argent, mais elle l'a pas fait indiquer dans l'acte de propriété de la maison qu'on a actuellement. Et donc elle veut avoir un effet rétroactif sur l'argent qu'elle avait injecté. Et moi je suis pas d'accord, puisque depuis là ça fait 1 an qu'elle est au chômage, qu'elle est sans emploi. Précédemment elle a été 3 ans en arrêt maladie. J'ai largement participé donc aux charges du foyer. Alors ça c'est évidemment un divorce qui est compliqué parce qu'il y a des demandes financières et vous n'êtes visiblement absolument pas sur la même longueur d'onde. Donc non, pas du tout. Donc ça va forcément se discuter. Mais ce qui est terrible, c'est que là, on voit qu'il n'y a pas de dialogue réellement possible. C'est-à-dire qu'elle a, entre guillemets, disparu. Oui, elle est partie depuis 1 mois et demi. J'ai aucune de ses nouvelles. Vous avez son avocat quand même qui vous a... Oui, son avocat, mais je l'ai vu 2 fois. J'ai aucune nouvelle, je ne sais pas où elle est. Elle me contacte pas. Elle a décidé d'un prix, je dirais, de vente de la maison, mais de manière arbitraire, c'est-à-dire qu'elle m'a même pas consulté. Elle a contacté 2 agences immobilières. En plus, elle est largement au-dessus du prix du marché actuel. C'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent, clairement. Donc je me pose des questions sur son désir là, par rapport au fait de vendre la maison largement au-dessus. Elle est à peu près 40 000 € au-dessus du prix que la maison vaudrait, à peu près. Voilà. Mais en plus, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool depuis longtemps. Mais là, ces dernières années, ça s'est vraiment aggravé. Elle boit tous les jours. Quand elle boit pas, elle dort. Elle ne fait rien dans la maison. Bon, écoutez, Pierre, on va déjà positiver. C'est peut-être pas mal que vous vous sépariez, au moins. Oui, on va dire ça. Oui, bon, maintenant, je crois que la réponse, elle est facile à faire. C'est qu'il faut que vous preniez un bon avocat et que ça se règle entre avocats. C'est la seule solution. De toute façon, la maison au-dessus du prix, elle ne se vendra pas. Et plus vite elle prendra
conscience de ça, plus vite ce sera bien, mais ça peut malheureusement, vu ce que vous me dites, elle peut mettre 2 à 3 ans avant de comprendre son erreur. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est très vénal en plus, elle est très très intéressée. A priori, dans ce que vous racontez, vous risquez d'avoir une pension compensatoire à payer, c'est fort probable. Il y a des chances, mais ce qu'elle demande, c'est exorbitant, surtout qu'elle oui, mais rassurez-vous, c'est pas parce qu'elle demande qu'elle va l'obtenir. Oui, tout à fait. C'est pas. Alors c'est toujours le problème, hein, Eliata Bekassi, c'est quand on reçoit la demande à la première impression, on se dit oh là là, mais c'est pas. Puis après, oui, là, on se prend dans le visage. Alors, justement, avec les questions d'argent, c'est très brutal, en fait. Et tout ce qui se passait assez naturellement dans le mariage, moi, je dépense ça, toi, tu dépenses ça, on met tout en commun, etc. Et là, d'un coup, on se retrouve avec quelqu'un, d'abord, qui ne parle plus que par l'argent. Ça va être le langage. Et avec des sommes qui sont complètement à côté du réel. Et pourtant, l'argent, c'est le réel. Et c'est très brutal. Et l'économie d'un couple, c'est le reflet de l'économie psychique d'un couple, en fait. Qui dépense quoi? Qui demande quoi? Et qu'est-ce qu'on demande? Et là, on se retrouve face à une réalité qu'on n'avait pas voulu voir pendant le mariage, qui est effectivement la vénalité de cette personne, son intérêt pour l'argent, sa folie par rapport à l'argent, et puis sa volonté d'avoir, et parfois de mettre l'autre complètement par terre avec l'argent. Et ça, c'est un vrai rapport de force, et c'est vraiment ce qui est particulièrement difficile à vivre dans le divorce, donc il faut se faire aider psychologiquement parce que c'est une violence. Et d'ailleurs, c'est un nom, ça s'appelle la violence économique. Et là, il faut se défendre en se faisant aider, non seulement d'un avocat et de financiers, enfin d'experts comptables qui font des comptes dans la réalité, mais aussi d'un psychologue, parce que c'est difficile à vivre. Alors, je suis une thérapie depuis plusieurs mois. On avait engagé une thérapie de couple, elle a voulu arrêter. Parce que, au-delà du fait qu'il y a l'aspect financier, c'est aussi, dans le cadre de ma thérapie, je me suis aperçu en plus que c'était une pervers narcissique. Voilà, donc les dernières années, ça a été une catastrophe, c'était des insultes, ça a été des humiliations. D'ailleurs, elle s'est fâchée avec tout le monde, hein, sa famille, ses amis. Alors, pervers narcissique, je suis pas sûre, parce qu'ils sont rarement alcooliques. Hein. Écoutez, je ne sais pas. Là, mais en tout cas, manipulatrice. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui sombre comme ça aussi dans l'alcool et la manière de toute façon dont elle se comporte, on est face à quelqu'un de toxique. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, c'est important la différence parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui est réellement pervers narcissique, c'est généralement quelqu'un de très intelligent et qui a toujours un coup d'avance. Hein. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment vous protéger. Mais dans ce que vous dites, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un de réellement pervers narcissique. En tout cas, j'ai regardé un petit peu, je me suis documenté, elle a beaucoup de points communs avec ces gens-là. Oui, mais il y a attention, on peut avoir des comment dirais-je, des comportements pervers. Être pervers narcissique, c'est vraiment une spécificité qui est heureusement pas si fréquente que ça, même si on le met un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Et la différence est importante parce que si vous êtes avec une femme qui est toxique, qui est manipulatrice, alcoolique, etc., forcément, il va falloir vous battre, hein, mais vous avez toutes les chances d'en sortir relativement bien, si je puis dire, avec peut-être du temps. Mais si vous avez vraiment quelqu'un qui est pervers narcissique, là, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très, très, très attention. Donc, je ne sais pas, vous avez fait une séance ou deux de thérapie avec elle ou pas? Pas du tout. Oui, d'ailleurs, donc moi je vois un thérapeute de mon côté, je vois un psychologue, un thérapeute et ainsi qu'un psychiatre, mais on avait engagé une thérapie de couple et bizarrement elle a voulu arrêter au bout de quelques séances, elle a dit ça sert à rien, les psys sont des imbéciles. Mais qu'est-ce que vous a dit le ou la thérapeute à son sujet? Il n'a pas eu le temps de la voir longtemps, mais de toute façon, tout le monde a tort. Même mon thérapeute, au vu de ce que je lui ai expliqué, il m'a dit oui, effectivement, elle a les symptômes, enfin en tout cas, elle a les caractéristiques d'une pervers.
Et voilà, donc après, comme elle a jamais voulu consulter quelqu'un, elle a vu une thérapeute 2 fois, et elle a voulu arrêter également parce qu'elle voulait pas entendre certaines choses. Donc, un vrai pervers narcissique, c'est assez rare qu'on arrive à l'emmener face à un thérapeute, de toute façon. Oui, de toute façon, voilà, les donc thérapeutes aussi sont des imbéciles. Oui, donc, bien sûr, mais elle a quand même accepté d'y aller. Vous voyez, c'est tout ça qui me laisse à penser que ce n'est peut-être pas une perverse narcissique, ce qui serait mieux pour vous d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est quelqu'un de toxique. La manière dont elle se comporte, de toute façon, est toxique. On dirait qu'elle est aussi déprimée, non ? Parce que l'alcool, l'inactivité... Oui. Avant d'être au chômage, ça fait 1 an qu'elle est au chômage, et précédemment, elle a été 3 ans en arrêt maladie. Je suis responsable de tous ces problèmes, c'est-à-dire que le travail qu'elle a eu... vous avez certainement été son sauveur quand vous l'avez rencontré, Pierre. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je l'ai beaucoup aidé, notamment ces dernières années. Et je l'ai beaucoup accompagné, et peut-être trop d'ailleurs. Et c'est ce qui se retourne contre vous, c'est-à-dire que souvent, on voit dans des relations sauveur-victime, à un moment donné, la victime qui va un tout petit peu mieux en veut à son sauveur et devient agressive. C'est peut-être ça. Et si c'est ça, c'est encore une fois un indice qui laisse à penser qu'elle n'est pas perverse narcissique. Et tant mieux pour vous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous armer et vous faire aider, comme le dit très justement Eliette Abécassis. On va faire une petite pause et on revient sur ce sujet terriblement difficile, douloureux, le divorce, à l'occasion de la sortie de ce roman Divorce à la française de Eliette Abécassis. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eliette Abécassis est avec nous et on parle du divorce à l'occasion de votre roman Divorce à la française des éditions Grasset. Alors évidemment, c'est un roman, mais on peut, ça fait un peu froid dans le dos. Je crois que ça se passe encore plus mal dans votre roman que dans la vie réelle. Et c'est tout l'intérêt justement de ce roman. Si vous venez de divorcer, que vous avez envie un peu de sourire, ça peut vous amuser un petit peu de lire et peut-être ouvrage. Aider à prendre un peu de distance quand on est dans l'œil du cyclone. Et je dois dire qu'en l'écrivant, moi qui ai divorcé, je me suis efforcée de faire cet exercice intellectuel, de rentrer véritablement dans l'esprit de l'autre. Mais vraiment, quoi. Vous avez raison, c'est aussi quelque chose qu'on devrait faire au moment Au moment du divorce, c'est très important de le faire. Et pourtant, on n'a pas envie, parce qu'on est vraiment ancré dans ses certitudes à soi et sûr d'avoir raison. Mais quand on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il pense de moi ? Comment lui a vécu les choses ? Quelle est sa part de vérité sur ce qu'on a vécu ? Eh bien, je crois. Je vous assure que c'est... je dis ça et pourtant, j'ai été dans tous les pièges, j'ai foncé tête baissée dans tous les pièges, mais je pense que c'est la voie peut-être de la conciliation et peut-être même du pardon, de comprendre le point de vue de l'autre. Oui, et puis rappelons quand même que si on a pris la décision de se marier, c'est qu'on s'est aimé, donc ne passons pas de l'amour à la haine comme ça, évidemment. Marianne est avec nous maintenant. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Eliette, j'arrive pas à dire votre prénom, excusez-moi. Eliette. Alors j'ai une question justement, Eliette, le hasard ça me perturbe un peu. Vous n'avez pas été marraine pour un livre qui s'est fait dans les années 2010 à peu près, sur les SOS Maman, les mamans désenfantées. Oui, les mamans désenfantées, c'est vrai, j'étais marraine de cette SOS Les Mamans. C'était une association qui défendait les mères victimes de violences conjugales et puis d'enfants dont elles n'avaient plus la garde. Voilà, j'en faisais partie. Oui. Vous avez fait appel à cette association, c'est ça ? Oui, et on a eu la chance d'avoir une dame qui s'était occupée de nous et qui avait créé une sorte de livre qui s'appelait Désenfantés, où on avait des photos de mamans ou d'enfants avec chacune notre témoignage de notre histoire. Ouais. Et j'en faisais partie. Ah, d'accord. J'ai eu un divorce très très difficile, très conflictuel, où les enfants ont été pris en otage. Ouais. Alors maintenant, ça fait longtemps, parce que ça s'est passé en 2009. Ouais.
Maintenant, j'ai récupéré ma fille. C'était à l'époque, elle avait juste 4 ans. Oh là là. Et ça a duré 5 ans. Oh, et en fait, aujourd'hui, je tenais à témoigner parce que le temps est passé. Maintenant, ma fille a 19 ans. Ma fille aînée a 32 ans. Je viens juste d'être grand-mère. Et j'ai un conseil à tous les gens qui se séparent, qui sont en instance de divorce. Ne faites pas la fortune des avocats. Ne rentrez pas dans le processus de la justice. Parce qu'autant moyen qu'il y a dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'on en ressort. Et on en ressort si on est dans les conflits, ça dure. On se détruit, on détruit nos enfants. C'est vrai. On sera toujours parents, on sera toujours liés à notre ex-conjoint, même si on a de la colère, même si on a été trompé, bafoué. Pensez d'abord à vos enfants. Absolument. Parce que vous êtes toujours parents. Ouais. Et les dégâts que ça fait sur nos enfants, parce que malheureusement, c'est des enfants de divorcés, ils vont le vivre avec et avoir une cicatrice toujours ouverte. Malheureusement, nous, en tant que parents, on devrait montrer l'exemple. On s'est aimé, comme vous l'avez dit, Brigitte, tout à l'heure. On s'est mariés, on s'est aimé, on a créé quelque chose. Il y a de l'amour à la base, qui se transforme malheureusement en haine. Mais non. Moi, c'est un conseil parce que... mais Marianne, vous avez évidemment que vous avez 100% raison, sauf qu'il faut bien que de l'autre côté, il y ait la même envie. Et c'est ça le problème, c'est que quand il y en a un problème. Il y a des gens qui sont très procéduriers et qui rentrent dans une véritable folie procédurale et qui instrumentalisent la justice pour les enfants. Nuire à l'autre, et qui instrumentalisent les enfants dans la justice, qui les font témoigner, etc. Et ça, effectivement, c'est difficile de ne pas répondre. On est obligé de prendre un avocat quand l'autre vous fait procès sur procès sur procès. Mais c'est vrai que si on peut éviter, c'est la chose à faire, parce que c'est catastrophique. Ça dure des années et des années, et ça rend le conflit d'abord obsédant, psychotisant, parce qu'un procès, c'est psychotisant, et très violent. Mais comment échapper à ce procès ? Parce que on doit se défendre. Et donc, moi, pendant des années, ça a duré 5 ans de procédure. Hein. Quand on dit obsédant, c'est vrai, je n'endormais plus. Je cherchais tout pour pouvoir me défendre, récupérer ma fille. Alors, on rentre dans ce monde-là, des attestations, des procédures avec un avocat, un huissier. Parce qu'au moment, Marianne, juste pour comprendre, au moment où vous décidez de divorcer, c'est vous ou c'est lui ? C'est vous ? En fait, c'est lui qui est parti quand ma fille avait 5 mois, il avait rencontré quelqu'un. D'accord. Et là, j'ai dit, moi, je demande le divorce. Donc, au début, tout s'est très bien passé. Et au bout d'1 an, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui aussi, était en instance de divorce et qui avait son ex-épouse. Quand elle a su que lui se reconstruisait, et qu'il avait rencontré quelqu'un, parce qu'il était aussi, lui, largué, il avait été largué aussi 1 an auparavant, elle n'a pas supporté. Donc elle a contacté mon ex-mari. Alors un conseil que je... Attendez, excusez-moi, je vous redonne une seconde Marianne. Juste un conseil que je donne à ceux qui nous écoutent, qui est très important. Quand on a décidé de divorcer, il faut le plus possible essayer de cacher le fait qu'on a quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que ça crée souvent justement une sorte de bulle de haine, et c'est comme ça souvent que les divorces deviennent difficiles. Je sais que c'est pas toujours simple, mais le conseil, alors pourtant aujourd'hui on ne divorce plus pour faute, enfin je veux dire c'est plus un élément, mais ça reste un élément qui déclenche la guerre. Donc là j'entends bien, c'est à partir du moment où vous étiez à nouveau avec quelqu'un que ça a commencé. Ah oui, puis alors toutes les astuces, utiliser les enfants, quoi. Emmener même des enfants. Mon conjoint malheureusement a vécu la même chose que moi. À l'âge de 10 ans, porter plainte contre son père, mais en tentative de meurtre, on a tout eu. On est tombé dans des procédures de justice, mais où les enfants étaient dedans, quoi. Et c'est horrible. Alors moi, je me dis, quand j'ai vécu tout ça, je me dis, c'est vrai, quand on pense, on dit, mais on s'est aimé. On a construit quand même quelque chose, on a acheté une maison, on a eu 3 enfants, mais pourquoi on arrive à cet état-là, même s'il faut se défendre? Alors je me suis remariée très jeune. Je me dis, mais en fait, quand je suis passée à la mairie, ils auraient dû nous expliquer, parce qu'il y a l'article quand on se marie, il y a l'article qui est lu sur l'union, les devoirs envers son conjoint, mais ils devraient nous expliquer ce que c'est le mariage et le divorce.
et le divorce, parce qu'on se marie, on est tout heureux, mais le divorce fait partie aussi du mariage et de la vie, quoi. Et dire attention, ne tombez pas dans ce piège-là, quoi. Ça arrive. Il faut se marier avec quelqu'un avec qui il ferait bon de divorcer. Oui, voilà. Sauf que on n'est pas armé quand on est jeune, de toute façon. Non, on n'est pas du tout armé. Puis le mariage, c'est aussi un peu une pochette surprise. On ne sait pas du tout sur qui on tombe. Oui, mais justement, moi, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi, je me suis dit, quand on s'est séparés avec mon ex-conjoint, jamais j'aurais pensé qu'il aurait fait tout ça, qu'il aurait utilisé les enfants. Je me dis, mais non, on s'est aimé, on a construit des parties de ma famille, mes parents l'avaient toujours accueilli. Alors maintenant, c'est difficile parce qu'on est grands-parents et mes enfants en souffrent parce qu'ils voudraient qu'on accepte, qu'on oublie tout, ce qu'on a vécu, toutes les choses que mon ex-mari m'a faites, parce que la vie continue et je continue à avoir mes enfants, eux continuent à avoir leur père. Donc ils voudraient que j'inclue leur père dans ma vie. Et c'est difficile. C'est-à-dire que je l'invite chez moi, qu'ils viennent en vacances chez moi. C'est très difficile. Je le vois, on se voit parce que on est obligé par rapport à nos enfants. Je reste correcte, on se dit bonjour et tout. Mais vous parlez du pardon. Moi, c'est pas une question de pardon. Je ne peux pas oublier. Oui, évidemment. Il a été trop loin. Ça a été trop loin. Oui, et puis vous avez le droit de plus avoir envie de voir quelqu'un qui vous a fait du mal. Enfin, je veux dire, mais ça, c'est aussi à vos enfants de devenir adultes et de le comprendre. Hein. Vous savez, on tombe sur des gens qui ont, quand il a su utiliser les enfants contre moi, c'est lui la victime. C'est toujours lui la victime, parce qu'après lui il est resté seul, il avait rencontré. Mais il est peut-être convaincu qu'il est la victime, hein, vous savez, Marianne. Je crois que c'est une victime éternelle. Il a toujours été victime. Moi, j'étais sa troisième femme. Et je pense que voilà, ça sera. Oui, donc il se plaint auprès des enfants, et puis les enfants, parce que c'est leur père, considèrent que vous pourriez faire un petit effort quand même, Marianne. Oui, voilà, mais c'est pas grave. Vos enfants, tenez bon, et puis dites-leur les choses clairement, ce que vous ressentez, que vous n'avez aucune envie de revoir quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal pendant 5 ans. Enfin, c'est pas rien. Vous avez le droit, et vous avez le droit surtout de vous respecter. Même auprès de vos enfants, on doit d'abord, et encore une fois, je ne cesse de le répéter, se respecter soi-même. Donc donc tenez bon. Et il faut aussi peut-être parler aux enfants et se réapproprier le récit du divorce, parce que c'est vrai que dans mon livre, j'ai voulu restituer ces récits. Chacun a son récit d'une histoire. Et attention, parce que les enfants, ils ont tendance à être captifs de celui qui raconte le plus et le mieux l'histoire. Comme un romancier, il va aller vers le meilleur romancier de votre histoire. Donc il faut vous réapproprier le récit de votre histoire, évidemment sans démolir l'image du père si possible, parce que ça, ce n'est jamais bien. Mais vous racontez votre version de l'histoire et comment vous êtes senti mal, comment vous avez eu beaucoup de peine, comment vous avez été blessé. Et comment vous avez vécu cette histoire. Et je pense que vos enfants comprendront votre récit aussi. Et ça, c'est important. Merci en tout cas, Marianne. On continue après les infos à évoquer le divorce. Petite devinette, pourquoi tant d'hommes préfèrent la fellation au coït? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Eliette Abécassis. Vous êtes romancière, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous nous revenez avec ce livre Divorce à la française aux éditions Grasset. Merci, parce que grâce à vous, on aborde un sujet difficile que je n'ai peut-être jamais abordé de plein fouet, même si évidemment on parle souvent malheureusement de divorce dans cette émission. Et votre roman montre bien à quel point, vous l'avez dit déjà dans cette première heure, et on va le redire, la vérité de l'un et la vérité de l'autre, ça fait vraiment deux vérités qui parfois se télescopent et créent évidemment beaucoup de souffrance. Et à quel point aussi le divorce est un sujet romanesque, justement par cette différence de point de vue. Et pour une romancière, c'est vraiment intéressant d'explorer les différents points de vue à travers une narration
pluriel en fait. Et c'est vrai. Oui, et c'est ce qui est vraiment intéressant dans votre roman, Eliette Abécassis, c'est que c'est pas un roman d'amour ou de désamour, hein, c'est vraiment un suspense, une sorte c'est un thriller. Oui, c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Vous nous emmenez à droite, à gauche, à l'envers, à l'endroit, on ne sait pas trop. Heureusement, quand même, à la fin, on a la réponse, parce qu'on se pose quand même des questions tout au long. Qui est le monstre dans cette histoire? Alors, la réponse à ma devinette, pourquoi tant d'hommes préfèrent la fellation au coït? Vous n'avez pas d'idée, évidemment. Non, mais j'attends votre réponse. Parce que c'est ces quelques minutes de silence qu'ils apprécient plus que tout. Parce que c'est bien connu, on ne parle pas la bouche pleine. Alors, la devise du jour, s'engager par envie ou pour la vie. Vous imaginez bien que j'ai choisi cette devise aujourd'hui par rapport au sujet du jour. C'est vrai que au départ, évidemment, on choisit quelqu'un plus par envie, hein, mais pour s'engager vraiment, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est avec cette personne que j'ai envie de vieillir? Et je trouve qu'on oublie un petit peu cet élément quand on s'engage avec quelqu'un pour vraiment, quand on s'engage et quand on se marie, justement, est-ce qu'on a envie vraiment de vieillir avec cette personne? Si on se pose la question sous cet angle-là, même si on est jeune, on va peut-être plus facilement voir si c'est vraiment quelqu'un avec qui on peut passer un long moment dans sa vie. Oui, c'est une question intéressante, cette question de l'amour dans le temps, dans la longueur, et de se projeter plus tard avec une personne. C'est vrai que c'est un bon test pour voir si c'est la bonne personne, et surtout si on a le désir d'être avec cette personne. Oui, alors le désir, quand on se rencontre, on en a envie, hein, mais est-ce qu'on s'imagine dans 10 ans, 20 ans, toujours avec cette personne? C'est pas certain, et c'est peut-être ce qu'il faut un petit peu décoder avant de se marier pour justement ne pas avoir à divorcer. Isabelle est avec nous maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Eliette. Bonjour. Alors, vous avez divorcé et forcément, ça s'est réglé en règlement de compte? C'était pas forcément un règlement de compte au début, mais effectivement, au fur et à mesure que les mois, les années ont passé, le fait de voir que, effectivement, je m'en sortais très bien toute seule, que lui n'était pas forcément très heureux non plus avec les personnes qu'il rencontrait, ça a cristallisé un certain nombre de choses et ça a fait remonter, une certaine animosité, oui, c'est vrai. Mmh. Et puis j'entends une fois de plus que ça a duré longtemps, ce divorce. Non, le divorce là, il a été assez rapide parce qu'au début, on s'entendait bien et c'était même surprenant. Tout le monde me disait mais vous entendez trop bien, même quand on a vendu notre maison, nos biens. Moi, j'avais racheté autre chose. Les notaires, mais pourquoi vous divorciez? Vous entendez tellement bien, tellement bien. Et puis il y a eu un grain de sable, une rencontre avec quelqu'un et tout a changé en fait. En quelques mois, en 2 mois, il y a eu un retour en arrière sur toute la requête de divorce. Il y a eu des choses que au moment où vous rencontrez quelqu'un, hein, c'est ça? Lui rencontre quelqu'un, ouais. Et c'est ça qui a fait qu'il a changé. Donc c'est elle qui a dû le monter un petit peu contre vous, alors? Je sais pas, je la connaissais pas. Et puis oui, peut-être, probablement. Mais effectivement, ça a été l'enfer, en fait. Ça a été le début de l'enfer. Le début de l'enfer. Vraiment. Et puis mais après, si vous étiez divorcé, qu'est-ce qu'il a pu faire? C'était des choses, c'était plein de petites choses en fait. C'était, je voulais garder mon nom, ça n'avait pas été possible. Après, alors que c'était ok. Après, vous vouliez garder son nom? Oui, je voulais garder son nom. Oui, donc c'est elle qui n'a pas voulu que vous gardiez son nom. Ça me paraît évident. Parce que ça, j'ai déjà entendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est seul, vous voulez garder son nom, ça lui pose aucun problème. Mais elle n'a pas du tout envie que vous gardiez son nom. Vous voyez? Certainement, mais c'est sûr, c'est évident. Après, moi, je veux pas juger cette personne-là, mais elle avait probablement ses raisons. Mais effectivement, ça a fait du mal à mes enfants, ça m'a fait beaucoup de mal. Puis j'avais une société et j'avais la communication avec ce nom. Ça m'a mis en difficulté, oui, bien sûr. Après, il y a eu plein d'autres choses
qui aurait pu être très grave parce que ouais, moi je comptais aussi sur lui et c'était mon ami d'enfance et on avait grandi ensemble et moi je lui faisais confiance. Oui, oui, bien sûr, mais cette histoire de nom, c'est un symbole très très fort, Isabelle. Je dis pas encore une fois que il a eu raison de vous l'empêcher. Et c'est bien dommage parce qu'en effet, ça vous a mis en difficulté. Mais c'est un symbole très très fort. Donc je suis pas surprise que ça ait déclenché quelque chose après coup. Oui, puis après son histoire n'a pas duré. Donc forcément, on s'est entendu de nouveau parce que moi ça me faisait de la peine de le voir malheureux. Après, moi j'avais eu aussi une histoire avec quelqu'un. J'étais partie, voilà, parce que j'avais rencontré quelqu'un. Donc ça, après, c'est revenu à un moment donné dans l'histoire, hein, dans la séparation, parce que on est séparés quand même aujourd'hui depuis 10 ans. Et puis ensuite, il a rencontré une personne formidable avec qui il est toujours et que j'ai rencontré. Et le lendemain, il m'a appelé. On s'était super bien entendus toutes les deux. C'était chouette. Mais je suis contente pour mes filles qu'elles aient aussi cet exemple-là dans leur vie. Et il m'a appelé, il m'a dit voilà, je veux plus te voir, c'est fini. D'accord. Okay. Mais moi, je dis ok. C'est donc vos filles à tous les deux, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est vos filles à tous les deux. Oui. Et du coup, c'est ok. Pour moi, ça fait 3 ans qu'il me parle même plus d'anniversaire. Avant, on se sautait au moins les anniversaires. Parce qu'il n'a pas supporté que vous entendiez bien avec sa nouvelle compagne. Bien sûr. Oui, donc là. Donc voilà, et puis après il y a eu encore d'autres choses. Vous êtes en rivalité l'un et l'autre, hein, visiblement. Mais non, moi je lui non, mais je dis pas que c'est de votre faute. Je dis juste que. Je veux qu'il soit heureux. Oui, mais là il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rivalité. On sait aussi que c'est quelque chose qui peut provoquer beaucoup de problèmes dans les divorces, hein, quand on se met en rivalité face à l'autre. Après, j'ai réussi quand même. Je pense qu'aujourd'hui, la vie que j'ai et que je me suis offerte. Oui, elle est plus réussie que la sienne. Oui. Et vous étiez. Oui, mais c'est important à comprendre, Isabelle. Vous étiez amie d'enfance, donc vous êtes partie, si je puis dire, au même niveau de social. Et tout d'un coup, vous avez réussi plus que lui. Et ça crée de l'agressivité rivale, vous voyez. Oui. Et ça explique. Après, il a une chouette vie et il est épanoui dans son travail et il gagne très bien sa vie et il n'y a pas de la rivalité peut-être elle est que vraiment il pensait que sans lui je n'y arriverais pas. Voilà. Je pense que c'est surtout de cet ordre-là en fait. C'était vraiment constater que je me suis offert la vie que je voulais avoir quand j'étais avec lui et que j'ai pas pu parce que j'ai fait l'impasse sur énormément de choses. Au nom de la famille, au nom de notre couple, au nom de lui aussi pour parce qu'il travaillait beaucoup et que je voulais compenser aussi par rapport aux enfants. Mais aujourd'hui, c'est vrai, oui. Oui, mais Isabelle, moi j'ai envie de dire quand même quelque chose. De toute façon, ça parle de lui puisque c'est lui qui vous agresse. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est lui qui a quelque chose qu'il n'a pas réglé et c'est donc son problème. Mais on ne peut pas. À un moment donné, il faut se protéger et à partir du moment où l'autre essaye de nous faire du mal, quelles que soient les raisons, et je dirais même on s'en fout des raisons, il faut prendre de la distance. C'est ce qui s'est passé. Je dis ok, tu veux plus qu'on soit, ok. Tu veux plus me verser la pension, ok. Il y a pas de problème. C'est autre chose. Voilà. Ça... Et voilà, c'est tout. Et après, ça a été oui pour tout. Oui pour tout. Oui, je voilà. Tu me donnes pas de nouvelles, il y a pas de problème. Moi, je n'en donne pas non plus. Je vais pas relancer des choses. On s'est croisés par hasard. Ça m'a fait drôle parce qu'on s'est croisés complètement par hasard il y a quelques mois dans un restaurant à midi et je voyais quelqu'un qui me fixait, qui me regardait et je dis à mon ami, je dis il y a un gars qui me fixe, c'en est gênant. Et en fait, je l'avais pas reconnu. C'est bizarre, en fait. Mais je l'avais pas reconnu. Et à un moment donné, elle me dit, mais tu le connais? Et c'est là, quand elle m'a dit, mais tu le connais, que là, je me suis dit, attends, je vais regarder un peu mieux. Et en fait, je me suis retrouvée sidérée. Je dis, mais c'est mon ex-mari. Et elle m'a dit, ah bon, mais... ah bon? Et en fait, c'était... c'était très gênant Oui, mais j'entends bien que ça vous fait souffrir de ne pas avoir réussi à maintenir un lien chouette, mais vous n'y êtes pour rien. On peut pas faire on peut faire que la moitié du chemin. Hein. Si l'autre ne la fait pas, il faut vous protéger et faire le deuil de tout ça.
C'est tout ce que vous pouvez faire, hein, de toute façon. Et bravo si vous, en plus, vous avez réussi à ne pas vous battre alors qu'il ne refusait de payer la pension, parce que là, quand même, il est en tort, mais bon, bravo quand même. Merci en tout cas, Isabelle. On continue dans un instant à parler du divorce avec Eliette Abécassis qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eliette Abécassis est avec nous à l'occasion de ce roman Divorce à la française aux éditions Grasset. Le divorce, on entend depuis 14 heures des témoignages. On voit que finalement votre livre, il est presque la réalité. Hein. Oui, c'est un phénomène courant, un phénomène de société, et les difficultés du divorce. C'est ça le problème, le sujet de société qui touche hélas beaucoup de gens, et cette haine qui se construit, qui perdure. Et bizarrement, ces relations qui, après la rupture, sont vivantes et actives. Et procès après procès, année après année, on continue de vouloir garder un lien, et ce lien est un lien nocif, mauvais, toxique. Il n'y a que la toxicité du lien qui reste. Et c'est ça qui est dommage. Oui, il faudra arriver à tourner la page, comme on dit, mais c'est pas si simple. Dominique, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. On vous entend très bien, bonjour. Dominique. Voilà. Oui, et ben alors moi je suis un petit peu, un peu à l'opposé entre guillemets de ce que vous dites. J'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois. Et avec beaucoup de travail sur moi, je m'entends très bien avec mes ex-maris. Mais ça n'a pas été facile quand même. Hein. Ah bah vous nous rassurez. Alors c'est quoi votre recette? En fin de compte, c'est vrai que j'ai pris beaucoup sur moi. Donc avec mon premier mari, j'avais 2 enfants. Et quand on s'est séparés, donc c'était dans des conditions un peu spéciales. On venait de perdre chacun nos 2 pères respectifs par des maladies de longue durée. Et en fin de compte, je pense que c'est qu'on ne savait pas, on n'a pas su sortir de notre deuil. Et en fin de compte, on a fait aussi un deuil en plus de notre mariage. Mais moi, après, avec la colère, avec de la peur, me retrouver toute seule avec 2 enfants, et j'ai réussi quand même à prendre sur moi et à être entourée par des amis. Et je suis restée là, j'ai fait en sorte que mes enfants ne soient pas éloignés de leur père. J'ai tenu bon, j'ai fait en sorte qu'ils soient... à chaque fois qu'il y avait quelque chose au niveau des écoles et tout, je le contactais, je lui disais il faut que tu sois là, que les enfants te voient, soient contents d'être avec toi. Mais ça a été en tout cas, ce que j'entends, me semble-t-il, Dominique, c'est que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que les enfants ne souffrent pas de la séparation. Pour moi, c'était important. Hein. Oui. Et visiblement, de son côté, il a joué le jeu. À force de le titiller, de lui dire il faut que tu restes là. Moi, je ne suis pas retournée dans ma famille à 400 km pour être sûre que mes enfants puissent voir leur père. Et je tenais bon, donc je suis restée là. Et les enfants, maintenant me remercient quand même. Ils ont 30 ans, donc je veux dire, c'est voilà. Et avec mon deuxième mari, ça a été pareil. Ça a été là un peu compliqué aussi. On ne s'entendait plus. C'était vraiment la guerre en parole, surtout, pas en gestes. Et depuis qu'on est séparés, les choses se sont calmées. Et maintenant, on est en très bons termes. Je continue à m'occuper de son entreprise. Vous aviez eu des enfants aussi avec votre deuxième? Non, pas avec le deuxième. Non, je n'ai eu qu'avec le premier. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Il a fallu quand même que je fasse un travail sur moi et de me dire mes enfants n'ont rien à voir dans notre problème d'adulte. Et c'est à nous de nous remettre en question. Mais c'est pas facile, hein. Heureusement que j'ai eu quand même des personnes autour de moi, des amis qui m'ont dit tu n'es pas toute seule, on est là, tu peux compter sur nous.
par des soutiens matériels et puis psychologiques quand même, parce que quand on se retrouve toute seule et puis qu'on se dit mince, je peux pas payer le loyer, je peux pas faire ci, comment on fait, j'avais un employeur qui était très gentil, qui m'a retrouvé un autre appartement, donc j'ai été quand même assez entourée. Et il payait la pension. Et au départ non. Ah oui, d'accord. Oui, donc là quand même il y avait un vice de procédure, si je puis dire. Oui. Et j'avais quand même la CAF a fait en sorte de me payer entre guillemets la pension. Mais après, au bout d'un an, quand il a fallu que ça soit lui qui prenne en charge la pension alimentaire des enfants, c'était encore un peu, c'était pas tous les mois, c'était pas régulier. Et j'ai fait en sorte que mes enfants n'en pâtissent pas. Donc je voulais surtout qu'ils aient quand même leur père et la famille et toute sa famille. Parce que je serais en bon terme avec sa famille. Oui, on a beau dire Eliette Abécassis, mais le divorce crée forcément toujours des problèmes réels d'argent. Et c'est là où... Le divorce rend pauvre, en tout cas, il y en a un qui s'enrichit, un qui devient très très pauvre. Et il faudrait quand même qu'on explique aux ex-maris que la pension... et pour les enfants, je crois qu'ils n'ont pas compris tout à fait à quoi ça sert, ni combien coûte un loyer, des fournitures scolaires, des habits, des trucs comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose là qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont l'impression que quand ils payent une pension à leur ex-femme, en fait, ils continuent de l'entretenir. Mais non, non. C'est pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a la pension pour les enfants et parfois il y a une pension compensatoire qui est là en effet et pour la femme qui a des revenus inférieurs au mari. C'est deux choses très différentes. Et pour qui est en fait, quand les revenus des deux personnes qui divorcent sont très disparates, il faut que les enfants puissent avoir à peu près... On essaye de remettre à niveau les façons de vivre, quoi. Parce que si l'un, il y a tout, il a une super maison avec plein de chambres, etc., et chez l'autre, il n'y a rien, évidemment, l'enfant, il va vouloir aller là où c'est mieux. Donc, on essaye de remettre un peu à niveau les deux. Donc, il faudrait quand même expliquer aux gens qu'il faut payer les pensions, quoi. De toute façon, c'est illégal de ne pas payer la pension. Mm-hmm. Oui, mais bon, c'est vrai que on sait la difficulté avec la justice pour arriver à régler que les pensions soient réglées. Hein. Ça, c'est encore un autre débat, mais c'est pas le sujet c'est pas notre sujet. Non. Bon, en tout cas, bravo. Mais ce que j'entends, Dominique, c'est que vous avez su, aussi bien dans le premier que dans le deuxième divorce, ne pas en faire une affaire personnelle, quoi. C'est-à-dire que vous avez su comprendre que c'est normal qu'il y ait des moments de rancœur, même de haine. Hein. D'ailleurs, on a le droit d'avoir de la haine pour celui qui nous quitte ou qu'on quitte, mais vous en avez pas fait une arme de guerre. Non. Et ça, j'ai jamais accepté qu'on dise du mal du père de mes enfants devant eux. J'ai toujours fait en sorte que s'il y avait des griefs, s'il y avait quelque chose, il ne fallait jamais que ça soit dit en présence des enfants. Oui, bien sûr. Ce serait une règle qui devrait être universelle, mais bon. Mais c'est pas facile quelquefois. Donc bon, il faut se remettre, il faut se dire non. Eux, ils ont rien demandé et maintenant, moi, je sais que mes enfants, quelque part, ils m'en suis reconnaissante parce que ils sont toujours en bon terme avec leur père. Il n'y a pas de soucis et leur père est pas très loin. Donc il y a maintenant, c'est des petits enfants, donc les petits enfants peuvent voir tout le monde. Alors que si j'étais repartie dans ma famille, je pense qu'il y aurait une cassure, trop importante. Mais bon, on fait avec. Oui, bien sûr, mais évidemment, mais de toute façon, on sait que quand il y a des enfants, les divorces sont d'autant plus complexes et compliqués parce que, et encore en l'occurrence là, vous vous êtes pas battu pour la garde des enfants parce que quand il y a en plus les deux qui veulent la garde des enfants, on sait aussi que les gardes alternées pour des très jeunes enfants, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est même compliqué. pour des enfants plus âgés. La garde alternée, c'est la double peine. Il y a ce problème,
parce que en fait, non seulement les parents se séparent, mais on leur explique. Alors, comme on est dans une société très égalitaire, donc en fait, les parents se partagent les enfants en deux comme les biens. Et là, il faut qu'ils changent chaque semaine, qu'ils fassent leur valise et qu'ils changent non seulement de lieu, mais complètement de système de vie. Parce que si on s'est séparés, c'est bien qu'on s'entend pas. Et ils racontent, les enfants, que à peine ils se sont habitués à un foyer, qu'ils sont obligés de le quitter et de recommencer l'effort psychique de se réhabituer. Autrement dit, c'est un enfer. On est en train de fabriquer des générations de schizophrènes. Et tout ça sous couvert de l'hypocrisie de dire l'intérêt supérieur de l'enfant. En fait, la garde alternée, c'est l'intérêt supérieur des parents parce que c'est génial. Alors là, c'est le système idéal d'avoir un enfant une semaine sur 2 et puis l'autre, on s'amuse, on s'éclate. C'est super pour les parents, c'est super. Pour les enfants, c'est un enfer. Vous avez raison, Eliette Abécassis, c'est un élément tout à fait juste, soi-disant pour les enfants, alors qu'en fait ça arrange beaucoup les parents. Bien sûr. Qui se retrouvent. Et puis comme ça, ils culpabilisent pas, tout est bien égal, super, sauf que les enfants, ils le vivent très mal. En fait. D'autant plus quand ils sont très jeunes. Bien sûr. Et on le sait, mais enfin bon, peut-être qu'on avancera un de ces jours, on peut espérer. Oui, on peut le dire et le redire pour que les mœurs progressent et puis qu'on puisse arrêter cette folie, cette mode. Merci en tout cas Dominique et bravo en tout cas. On continue dans un instant avec le sexo-conseil du jour. Êtes-vous épanoui sexuellement? Vous le saurez après avoir entendu ce sexo-conseil. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Eh bien, Eliette Abécassis, êtes-vous épanouie sexuellement? Tel est le sexo-conseil du jour. C'est vrai que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'apprend pas à faire l'amour, on apprend sur le tas, si je puis dire, et pas sur un tas. Faut pas mélanger. Et malheureusement, c'est souvent sur le tard. Or, pour être épanoui sexuellement, il faut avoir premier paramètre, il faut avoir confiance en soi et confiance en son partenaire. Et donc, on dit souvent qu'il faut mettre des mots sur ces blocages, mais je suis pas sûre. Je crois pas que ça fait forcément sauter les verrous de dire ce qui va pas, parce que pour moi, la sexualité, c'est surtout, avant tout, un rapport au corps et aux sensations. Donc, je crois que c'est vraiment important de comprendre que d'abord, il faut essayer de dépasser ces complexes. Parce que dès qu'on a des complexes, on ne va pas être bien dans son corps. Donc, il faut, première règle, avoir un regard bienveillant sur son corps. Et là, problème, Eliette Abécassis, il y a plus de 50% des femmes qui n'aiment pas leur corps. Donc, ne nous étonnons pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui ne soient pas épanouies sexuellement. Donc il faut que les femmes apprennent à aimer leur corps, d'autant que quand on questionne les hommes, ils sont beaucoup moins difficiles sur l'esthétique du corps de la femme. Ce qu'ils aiment, c'est des femmes qui sont à l'aise dans la sexualité. Donc voilà. Deuxième règle, quand il y a un peu de douleur ou un peu il faut trouver les causes et les faire disparaître, parce qu'on ne peut pas s'épanouir sexuellement si ça fait un petit peu mal. Ça paraît évident, mais c'est peut-être mieux quand on le dit. Troisième règle, il faut un petit peu mieux comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est en ça que, en général, on voit que les hommes sont plus à l'aise dans leur sexualité parce qu'ils se sont adonnés plutôt à la masturbation que les femmes. Donc, il faut rappeler aux femmes que c'est peut-être pas mal d'essayer de s'explorer un petit peu lorsqu'elles sont déjà seules pour mieux comprendre qu'est-ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Quatrième règle, c'est comme un sport. L'acte sexuel s'améliore en pratiquant. Donc, il faut continuer à s'exercer et se contenter parfois de petits progrès sans se mettre aucune pression. Utiliser peut-être un peu plus autre chose que simplement les organes génitaux, puisque faire l'amour, c'est utiliser tout son corps, les mains, la bouche, la peau, etc. Voilà, et en tout cas, ça se travaille. Je vais pas dire que c'est un sport, la sexualité. Moi, je dirais plutôt que c'est un art. Et comme tout art, il y a peut-être le talent, certes, mais il y a aussi le travail. Donc, remettez sans cesse sur la couette, si je puis dire,
le fait de vous améliorer. Voilà. Alors, Eliette Abécassis, on va parler d'un autre livre qui n'a absolument rien à voir avec le vôtre, Divorce à la française. Bonjour, Alexis Méros. Bonjour Brigitte Lay. Merci d'être avec nous. Vous avez sorti aux éditions Michel Lafon ce livre, Les Contes Bleu Nuit. Alors, ce sont des histoires qui sont des histoires érotiques, vraiment. Totalement. Et absolument, comment dirais-je, improbables. Ce sont des histoires inspirées de contes traditionnels. Donc, évidemment, il y a une part de fantastique. Il y a une part de réalité, il y a une part de poésie, et ça c'était très important de mettre de la poésie dans ces contes. C'est un joli livre en tout cas, il y a des petits dessins aussi, alors c'est des dessins très simples, mais qui je trouve sont jolis. J'aime bien aussi la mise en forme, bleu nuit. Exactement. Ça rejoint le titre d'ailleurs, les contes Bleu Nuit. Évidemment. Les illustrations sont de mon ami Simon qui tient le compte Instagram Petite Luxure. Et je dis toujours, ça a l'air de dessins sous forme d'inachevé. C'est-à-dire que justement, moi j'aime pas les choses qui sont très explicites. À la fois dans ce qui est présenté, à la fois dans les histoires, comme dans les dessins. Et on s'est rejoint là-dessus. C'est-à-dire que on va pas montrer des choses explicites ni décrire des actes totalement explicites, mais il y a de la poésie dans les choses qui sont évocatrices. Alors c'est très variable d'un conte à l'autre. On peut pas dire que toutes les histoires ne se ressemblent pas. Alors les titres évidemment sont déjà plein de promesses. La Belle et la Bête, Murmure et Hurlement, La Fessée d'Ondine. Enfin, on imagine déjà qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ces titres-là. Oui, La Belle est la Bête, parce que justement on faisait un clin d'œil à La Belle et la Bête. Oui. Mais voilà, c'était... alors quand on rend hommage à un conte traditionnel, le but c'est d'en tirer... quelques traits saillants, d'en tirer une histoire. C'est effectivement quand on va sur sur Ondine, eh bien on va pas suivre exactement toute l'histoire de la petite sirène. Quand je fais Roméo et Julia, c'est un hommage à Roméo et Juliette. On va pas suivre exactement l'histoire de Roméo et Juliette. Ce serait pas drôle sinon. Mais voilà, exactement. Le but c'est de proposer. Voilà, ce que j'aime bien dire, c'est de proposer un peu des heures bleues, voilà, pour des nuits blanches. Alors l'avantage de ce genre de nouvelles, c'est qu'on peut s'amuser en couple à en lire une et puis de s'en inspirer. Ça vous est déjà arrivé, Eliette Abécassis, d'avoir envie d'écrire des choses érotiques ou pas du tout? Alors c'est pas du tout mon registre, mais pourquoi pas, c'est intéressant en tout cas, ça m'a l'air... C'est une réécriture des contes traditionnels ou alors c'est d'autres contes qui sont inspirés de ces contes? C'est d'autres contes qui sont inspirés de ces contes. Quand je m'inspire de Barbe Bleue, je ne reprends pas le conte de Barbe Bleue, mais j'en tire certains faits saillants. D'accord. Voilà. Oui, on est très loin de l'origine du conte. Exactement. Mais sinon, ça aurait été une mécanique un peu trop bien huilée de reprendre exactement Boucle d'or ou des choses comme ça. Mais on va prendre des petites choses qui permettent de se dire « Ah oui, tiens, c'est presque un jeu de piste, finalement ». En tout cas, moi, je trouve que tout ce qui peut lutter contre la pornographie, qui malheureusement devient la seule éducation des adolescents, et avec la pauvreté de l'imaginaire qui va avec, c'est formidable justement de réintroduire ces voies de l'imaginaire, de dire sans dire et de suggérer, et puis d'aller dans la poésie de l'amour, quoi. Exactement, mais on se rejoint là. C'est vrai que moi, de par les podcasts que je crée, et également les histoires que j'écris, c'est une vraie lutte contre toute la pornographie, tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pense aux sites pornographiques, de tubes pornographiques, on appelle ça des tubes, et qui diffusent des scènes en continu à la demande et qui noient notre imaginaire érotique. On se rend pas compte à quel point c'est délétère, cette éducation
capitalistique cette déformation de l'esprit de nos enfants sur l'acte amoureux. C'est une catastrophe silencieuse qu'on est en train de laisser se passer devant nos yeux. Et donc, bravo de réenchanter notre imaginaire. Merci beaucoup. Oui, mais justement, c'était la question que je me posais, Alexis Méros, quand vous écrivez les contes Bleu Nuit aux éditions Michel Lafon. Pour vous, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à beaucoup de monde en réalité. Oui, bien sûr, je comprends bien, mais ça s'adresse à des personnes qui sont amoureuses de la littérature, d'abord, et puis des amoureux des beaux objets. Dans le sens où moi, ce livre, je le vis comme le livre qu'on va avoir dans sa bibliothèque, qu'on a envie de montrer et qu'on a envie de cacher en même temps. Un livre totem. Quand je vous dis les amoureux de la littérature, c'est que je le vis d'abord comme une œuvre littéraire dans laquelle il y a de l'érotisme. Oui, d'ailleurs, je précise, c'est bien écrit, et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie d'en parler. Et je suis d'accord, c'est un bel objet, même comment dirais-je, quand on le touche. Non, mais quand on le touche, il est moelleux, il est sensuel. C'est vrai. Alors, votre livre, Eliette Abécassis, n'a pas besoin d'être sensuel, c'est pas le même propos. Jaune pour un divorce, c'est normal. Non, mais c'est la couleur est magnifique. Non, mais chez Grasset, ils sont tous de cette couleur-là, de toute façon, donc c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que moi, c'est la première chose que j'ai aimé quand j'ai reçu votre livre, Alexis Méros. Une vraie couverture cartonnée. Oui, et douce. Enfin, si vous voulez le feuilleter, Eliette Abécassis, allez-y. Ben ça, c'est vraiment le travail de l'éditeur avec lequel on a vraiment voulu faire un bel objet. On a voulu vraiment faire quelque chose qui se garde. Moi, je dis, c'est pas un livre. Là, on est dans les sorties de septembre. Il y a eu la rentrée littéraire, puis maintenant tous les prix littéraires. Mais pour moi, c'est un livre qui est là pour rester dans la durée. C'est pas un livre on va juste défendre pendant 2 mois, 3 mois. Je reconnais que j'ai pas eu le temps de lire tous les contes, mais on en lit un, on le repose, et puis on va en lire un autre peut-être la semaine d'après. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un livre qu'on ouvre et qu'on lit du début à la fin. C'est comme la Bible. Je ne suis pas sûre que ça ait le même effet que la Bible. Enfin, je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de mais il y a plein d'histoires dans la Bible. Il y a plein d'histoires, les chaudes. Mais non, mais ce que je veux dire, ça fait partie. Et en plus, on a beaucoup de livres sacrés finalement qui vont toucher au sacré intime. Et bien là, pour moi, alors je n'ai pas non plus l'outrecuidance de dire que je viens de créer un livre sacré, mais pour moi, il l'est. Et puis j'ai voulu toucher à ces histoires, ces histoires que tout le monde connaît, pour me les réapproprier et pour proposer quelque chose qui soit vraiment, on parlait de pornographie, qui propose une alternative à cela. Donc le public, je reviens un peu à votre question, mais le public, effectivement, des amoureux de la littérature, des personnes majeures et vaccinées, qui vont se dire, tiens, comment on peut se divertir autrement ? Comment on peut nourrir sa soif de curiosité, nourrir son désir également, différemment. Et ça parle beaucoup de fétichisme, de BDSM, comme on dit aujourd'hui dans ce livre. Chaque histoire en est nourrie. Eh bien, on l'a vu avec 50 Shades of Grey ou d'autres. C'est d'ailleurs la véritable tendance. Bien sûr. Je pense notamment aux jeunes femmes. C'est incroyable le nombre de jeunes femmes qui lisent de la dark romance. Oui. Et c'est en ça que je vous posais la question. Pour moi, c'est un livre qui va intéresser surtout les jeunes femmes, me semble-t-il. C'est très amusant parce qu'en librairie, alors il y a beaucoup de libraires qui sont un peu confus, ils ne savent pas où le mettre. J'ai la chance d'avoir certaines librairies qui le mettent au rayon poésie, je suis très flatté, et d'autres qui le mettent au rayon dark romance. Eh bien pourquoi pas, c'est une Bleu Nuit romance dans ce cas-là. Oui, vous voyez, je me suis pas trompée. Oui. Mais c'est parce que maintenant ce sont des rayons entiers qui nourrissent la romance, la dark romance, la dark fantasy. C'est ce qui marche le mieux alors. Eh bien si ça se trouve là-dedans et que ça permet à des personnes qui sont venues pour toute autre chose, mais d'entrer dans un genre littéraire peut-être un peu plus en tout cas, c'est mieux écrit que la plupart des romans de dark romance. Déjà, je peux. J'en lis peu, je ne peux pas juger. Moi non plus. Moi, je suis pas fan, mais
curiosité professionnelle, je me suis un petit peu penchée sur la question et franchement, c'est du Barbara Cartland, nouvelle sauce, si je puis dire. Ouais, disons que dans la dark romance, moi, c'est surtout la thématique, en fait, les thématiques qui sont souvent les mêmes et répétées et répétées à foison d'ailleurs, à l'envi. Donc là, le but, c'était vraiment de proposer autre chose. Et puis, même si ça touche au BDSM, si ça touche à ces actes fétichistes, eh bien, ça va être dire comment chaque kink, comme on dit aujourd'hui, chaque fantaisie sensuelle, sexuelle, eh bien, peut raconter quelque chose de soi. En tout cas, c'est un beau livre, c'est joliment écrit, ça parle beaucoup d'érotisme, ça peut vous permettre à beaucoup de femmes peut-être d'assouvir quelques fantasmes. Merci Alexis Méros, ça s'appelle Les Contes Bleu Nuit, c'est aux éditions Michel Lafon. On fait une petite pause et on va revenir sur le dur réalité du divorce avec vous, Eliette Bécassis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eliette Bécassis est avec nous pour le roman Divorce à la française aux éditions Grasset. Le divorce, c'est toujours un échec. Louis est d'accord avec ça. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Comment allez-vous ? Ça va. Donc je suppose que vous êtes un divorcé, Louis ? Oui, alors moi... Je vais mettre des nuances parce qu'effectivement... Oui. Alors attendez, on va présenter aussi Delphine qui n'est pas d'accord et qui considère que ce n'est pas forcément toujours un échec. Bonjour Delphine. Bonsoir Brigitte, bonsoir Elliot. Bonsoir. Bon, on va commencer par Louis, donc allez-y, donnez votre avis, Louis, on vous écoute. Oui. Alors oui, je pense qu'il y a des nuances à mettre, évidemment. Je pense que le divorce qui se passe au bout de 2 ou 3 ans, il devait être sûrement indispensable et c'est sûrement une erreur de casting. Bon, après, c'est vrai que sur des couples, moi, on a divorcé au bout de 35 ans de vie commune. Bon, forcément, le divorce, au bout de 35 ans, c'est un échec. C'est-à-dire que c'est une résultante de long parcours d'échecs. Puisque souvent on passe par une médiation, qui chez moi n'a pas du tout réussi, elle était catastrophique. Voilà quoi. Donc forcément pour moi je pense que le divorce est un échec dans mon cas quoi. Voilà. Oui, en tout cas, c'est une histoire d'amour qui se termine. Donc, on peut considérer que si on croyait que l'amour durerait toute la vie, on peut considérer que c'est un échec. Alors, pour une histoire d'amour qui se termine, alors on s'est séparés, ensuite on est revenus ensemble au bout de 3 ans, on a vécu 2 ans ensemble, puis de nouveau, là, on s'est reséparés il y a 1 an ou 2. Mais l'amour est là, l'amour, en fait, on est très amis maintenant. On a dépassé en fait ces problématiques de vie en commun, mais je pense que l'amour n'a pas bougé d'un iota. On a vécu un amour passionnel, inconditionnel pendant 35 ans, très très belle histoire. Donc, ce qu'on entend dans votre façon de voir les choses, c'est que pour vous, il fallait pas divorcer, quoi. Ça c'est difficile à dire. Je pense qu'on avait besoin d'un espace, on avait besoin d'une séparation. Après, je pense que le divorce, c'est vraiment le moment ultime. C'est-à-dire que arriver au divorce, c'est quand même un acte très fort. Comme le mariage est un acte fort, donc le divorce. Ah oui, mais attendez, faut pas oublier une chose. Le divorce fait partie des éléments qui peuvent faire tomber en dépression. Il est en tête des quelques éléments qui peuvent nous faire aller mal. Alors Delphine, on vous a pas encore entendu. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Louis ? Alors, moi, effectivement, pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est un mal pour un bien. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai été marié donc 2 ans. Après 8 ans de vie commune et 2 ans de mariage, on a divorcé. Je l'ai mal vécu, effectivement, au début, parce que j'avais pas souhaité ce divorce. Et puis, effectivement, pour moi, c'était un échec parce que je voulais pas reproduire, en fait, ce que mes parents avaient fait. Et au final, je me dis que c'était vraiment un mal pour un bien, puisqu'aujourd'hui, je suis épanouie dans ma vie, je suis heureuse, et j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait si j'étais encore mariée, quoi. D'accord. J'aurais pas eu du tout la même vie, donc du coup, vraiment, c'est un mal pour un bien, et non, pour moi, faut pas voir ça comme un échec, quoi. Après, malheureusement, ça fait partie aussi des aléas de la vie, donc
Voilà. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Eliette Abécassis, justement? Alors, je pense que il faut... il y a un peu deux catégories de divorce. Je trouve que les gens qui divorcent un peu trop vite, un peu trop tôt, d'une façon un peu inconséquente, surtout quand on a des enfants, et là... oui, c'est un véritable échec parce qu'il y a quelque chose quand même d'une vie en commun, d'un espoir, d'un foyer qui s'est fondé, et c'est très dur et c'est un cataclysme. De toute façon, le divorce, c'est quand même reste un cataclysme. Mais en même temps, je me souviens d'une parole de... Alors moi, j'ai un ami qui est voyant, c'est un messager, et il m'a dit: ce divorce, c'est la chance de ta vie. Et ça peut aussi être la chance de sa vie, un divorce, quand on s'est fourvoyé, quand on n'est plus du tout heureux, quand on n'a plus envie de vivre avec cette personne et plus envie de vivre, alors oui, ça peut être la chance de sa vie. Et donc c'est finalement toujours pareil, hein, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et c'est peut-être ce qu'il faut toujours se rappeler. En tout cas, merci Louis, merci Delphine. On est en toute fin d'émission. Je crois que ce qui est important, encore une fois, vous l'avez dit, Eliette Abécassis, c'est de ne pas divorcer pour un rien, oui. Ne pas se mettre à faire des enfants et divorcer avec des enfants en très bas âge, sans penser à eux. C'était ça aussi le message. C'est tout ce drame, absolument. Il y a un vrai drame qui se joue dans le divorce, un drame familial, un drame conjugal, et puis surtout un drame qui retentit sur les enfants d'une façon durable. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir avant de divorcer, et surtout d'essayer de reconstruire dans le couple et d'essayer de parler pour arriver à résoudre les problèmes quand ils peuvent se résoudre. Absolument. Et puis, si vous avez envie de comprendre aussi comment on peut être pas tout à fait d'accord parce qu'on n'a pas la même vérité, le roman d'Eliette Abécassis peut vous éclairer. Ça s'appelle Divorce à la française. C'est aux éditions Grasset. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir.